Something very strange just happened. Bonjour, bienvenue sur MAG. Aujourd'hui, on est au festival d'Annecy avec Arnaud Miquel, coordinateur XR au festival. Comment ça va, Arnaud? Ça va, merci Arthur. Content d'être ici? Ouais, mais est-ce que toi t'es content d'être ici? Oui, tout particulièrement. La semaine s'achève. Bon, on a eu un programme assez chargé, mais j'ai bien pu profiter et de la ville, et des séances, et de la VR dont on va parler du coup maintenant. Alors, la VR dans un festival de cinéma, ça a commencé à apparaître. J'ai eu l'occasion d'en voir apparaître petit à petit, s'égrener dans les festivals. La VR, c'est quelque chose qui était un petit peu un rêve de geek en fait au départ. Des gens qui travaillaient dans leur garage, puis jusqu'au jour où ça a été donc les premiers casques rachetés par Oculus, enfin rachetés pardon, par Facebook. Et depuis, la réalité virtuelle semble faire son chemin aussi du côté du cinéma. Et selon toi, quel est le rôle que va pouvoir jouer l'industrie de la VR par rapport au cinéma dans les années à venir? Est-ce que tu penses que ça va encore se développer? Ouais, il y a beaucoup d'espoir là pour la suite. Alors je vais juste revenir un petit peu en arrière parce que pour nous on est un festival de cinéma mais aussi d'audiovisuel. C'est aussi pour ça qu'en fait la VR fait complètement sens au milieu de notre proposition parce qu'elle s'intercale entre ces différents écrans, on va dire. C'est-à-dire qu'on a à la fois le grand écran, on a à la fois un écran qui est plus petit et qui peut être un écran de télé, un écran de téléphone selon le broadcaster on va dire qu'il y a. Et la réalité virtuelle en fait c'est un autre écran qui est différent, qui est immersif et donc il y a une proposition. Donc si on parle juste de cinéma, il y a une proposition qui est à venir, enfin qui est déjà existante et qui va être encore plus forte dans le futur, à la fois en tant que médium, c'est-à-dire le fait d'avoir une œuvre potentiellement de cinéma alors de cinéma, peut-être pas de cinéma, mais en tout cas un film de long métrage dans un casque de réalité virtuelle, mais aussi en tant qu'outil pour préparer des tournages, par exemple, pour faciliter un shooting avec de la prévisualisation de tournage, etc. Ah oui, d'accord, c'est hyper riche aussi. Ouais, exactement. Et donc dans un festival d'animation comme celui d'Annecy, c'est hyper pertinent parce que en fait, nous, on crée des images virtuelles, animées, alors avec différentes formes de techniques, etc. Mais en fait, c'est des outils que l'on maîtrise et de l'exploration à la fois formelle et narrative. Et finalement, la VR, c'est quelque chose de... Donc pour les gens qui ne connaissent pas trop, bon, ça commence à se développer. Vous portez un casque, vous êtes littéralement dans le monde en question, et il peut y avoir des interactions ou non. Ça, c'est seulement contemplatif. On peut avoir le côté 360 degrés où on va tourner sur soi, ce qu'on a pu voir dans certains films qui étaient proposés au festival, ou alors on a des interactions. C'est quand même une question peut-être un peu piège, mais finalement la VR, cet objet un peu bâtard finalement, est-ce que c'est un jeu vidéo, est-ce que c'est du cinéma, ou est-ce que c'est complètement autre chose finalement? J'ai envie de dire, ça dépend de l'équilibre en fait de tout ça, des ingrédients. C'est-à-dire que on peut avoir une proposition de narrative, de cinéma pur, contemplatif, on va dire, avec autant alors ce qu'on appelle le 3 DOF, donc c'est-à-dire les 3 degrés de liberté, donc le fait de pouvoir tourner la tête uniquement, ou après du 6 DOF, donc là on peut vraiment se déplacer dans l'espace. Donc ça peut être une expérience purement contemplative, on n'est pas acteur, on est juste spectateur de ce qui se passe autour de nous. Et voilà, c'est une certaine forme de proposition. Après, on peut également essayer d'intégrer davantage le spectateur comme acteur de l'histoire. Alors avec soit quelque chose qui est vraiment purement intégré dans la narration, et donc là, on peut être effectivement plus proche du jeu vidéo, dans le sens où un spectateur, enfin un joueur de jeu vidéo, il joue un avatar qui a un impact sur son environnement, ou également, derrière, on a d'autres propositions qui sont vraiment, elles, purement gaming, où on a du lightsaber, par exemple, il n'y a pas du tout de proposition narrative, et en fait, on est juste dans l'utilisation d'une technologie, en fait, ludique, pure. Nous, à Annecy, on est quand même plutôt porté sur du narratif, et quand il y a de l'interaction, il faut que ce soit toujours au service de la narration. C'est-à-dire qu'on peut toujours avoir des scènes un petit peu ludiques, sympathiques, mais s'il y en a trop qui sont complètement déconnectés du fait de faire avancer l'intrigue ou la narration, c'est moins intéressant pour nous. On a vraiment cette culture-là de l'image animée au service d'une narration et d'un propos. Justement, là, tu parles de narration, et en termes de narration, la VR, elle pose pas mal d'enjeux qui sont tout à fait différents de ce qu'on peut avoir dans le cinéma classique ou dans le jeu vidéo classique, notamment sur le fait comment retenir l'attention du spectateur, parce que finalement, donc, on
j'ai vu plusieurs films donc au festival. Il y en avait un, Marco et Polo, par exemple, qui fait les choses très bien. On est dans une pièce, on est à deux, un couple suite à une engueulade, fête l'anniversaire de l'un des deux. Les dialogues sont d'ailleurs très bien écrits. Et c'est assez magique parce qu'il y a pas mal de choses qui se passent et on a l'impression, un petit peu comme un réalisateur qui va réussir à cadrer, qu'on arrive quand même à nous montrer ce qu'on a envie de voir. Parce qu'il faut bien que les gens comprennent que quand on est dans un environnement VR, si vous avez décidé de regarder le sol toute la journée, ça va devenir compliqué. Alors quels sont selon toi les enjeux qui se dégagent finalement de la réalisation qui est propre à la VR? Alors moi, une des questions que j'avais de manière très naïve au tout début, c'est en fait, est-ce qu'on fait un storyboard par exemple pour une œuvre VR? C'est-à-dire que effectivement, à partir du moment où on a une liberté totale dans un espace, on va dire dimensionné à 360 autour de soi, est-ce qu'on fait un storyboard? Est-ce que voilà. Et en fait, oui, on fait un storyboard. On pense déjà au regard du spectateur, parce que même s'il a la liberté, le spectateur, on va quand même essayer de le capter, on va quand même essayer de le diriger. Alors ça fonctionne effectivement par parfois des lumières. En fait, comme dans le cinéma classique, ou un tournage classique, on va essayer de le diriger par des lumières, par des sons, et donc grâce à ça, ou des mouvements de personnages, et en fait grâce à ça, on a l'impression quelque part d'avoir une expérience unique, et en fait elle est effectivement unique parce que personne bouge le regard de la même manière, mais quelque part c'est dirigé, c'est toujours motivé, c'est toujours entraîné, etc. Donc ça c'est quelque chose qui est vraiment pensé et qui est travaillé de plus en plus justement sur ces trois dimensions, on va dire, la lumière, le son et la direction d'acteur, on va dire. C'est ça, je pense aussi effectivement il y a le son qui est un travail qui est très important, puisqu'effectivement si vous entendez quelque part quelque chose, ça va orienter évidemment, vous allez tourner la tête vers l'origine du son, toutes ces spatialisations 3D. Et il y a également quelque chose que j'ai constaté donc, dans la sélection qui a été proposée à Annecy, c'est très varié. Donc comme tu le disais, on a du plus ludique, on va dire le plus jeu vidéo, c'est sans doute Goliath, où il y a beaucoup d'interactions, une espèce d'une réflexion, on va dire, sur la schizophrénie et le rapport à la réalité. Il y a une phrase d'ailleurs qui est très belle dedans où ils disent si ce qui se passe, ce que vous voyez est dans le jeu vidéo et ce que vous ressentez est réel. Et c'est tout le paradoxe peut-être de la VR, c'est qu'en fait c'est virtuel, mais au fond on a bien des émotions qui sont parfaitement réelles. Alors pour revenir un petit peu sur ces questions de narration, j'ai constaté aussi qu'il y avait des documentaires qui commençaient à émerger en VR et des soutiens qui m'ont l'air de plus en plus importants, notamment d'Arte, avec On the Morning You Wake, voilà, c'est ça, qui nous retrace en fait toute une philosophie, toute une réflexion sur le nucléaire, sur les forces de dissuasion, et on va être capable, au niveau narration, de nous sortir de certaines situations, en nous présentant des cartes, en nous présentant des choses, et en ayant finalement un documentaire qui est aussi virtuel et un peu méta, avec des choses comme ça, que documentaire. Est-ce que tu penses que ça peut être une proposition qui se développe, le documentaire, pour la VR? Oui, c'est une vraie proposition et puis il y a une vraie tendance, peut-être moins à Annecy, parce qu'on est beaucoup sur de l'image animée et des professionnels qui ont l'habitude d'essayer d'explorer de nouvelles formes, etc. Et donc d'être dans des univers parfois un peu plus fantastiques. Il y a une vraie tendance sur le documentaire en réalité virtuelle, qui soit justement animé, c'est-à-dire avec la technique 3D par exemple, avec un degré de liberté, ou de manière plus simple, on va dire, avec une caméra 360 qui va filmer quelque chose qui va nous émerger dans du réel en fait. C'est une vraie tendance parce qu'en fait, le fait d'être immergé, comme tu le disais tout à l'heure, on est au plus près de ce qui se passe autour. Donc en fait, il y a un ressenti qui est quelque part plus fort. Alors, plus fort, en tout cas, on est vraiment au cœur de ce qui se passe. Et donc par exemple, si on filme un chantier avec, un chantier, plutôt une sorte de paysage de guerre, etc., avec une maison qui est complètement détruite, etc., on va ressortir les choses. Et donc en fait, c'est une vraie proposition et il y a un vrai soutien, notamment de Oculus, à travers des initiatives qui cherchent justement à pousser ce genre de récits, en fait, des récits très personnels, des récits très documentaires. Et donc c'est une vraie forme. De la manière qu'il y a quelques années en France et à l'étranger, il y a eu une vraie tendance aussi autour du documentaire animé, qui, notamment après le succès de Vals avec Bachir, magnifique film d'ailleurs, qui a créé une vraie tendance. Et en fait, on s'est rendu compte qu'en fait, pour faire du documentaire, on n'avait pas forcément que de réel. On peut aussi utiliser l'image animée pour raconter d'autres choses. Et l'an dernier, par exemple, à Annecy, le cristal du meilleur long métrage a été remis à Flea, qui est un documentaire animé sur la fuite de Navigance, un film extrêmement bouleversant et qui prend tout son sens en animation. Donc après, voilà, c'est un mélange de formes. C'est là où en fait l'animation qui est
qui n'est pas un genre, mais qui est une technique, peut se mettre au service de différentes formes artistiques, que ce soit forme artistique en tout cas, genre justement, plutôt de la fiction, du documentaire, de l'expérimental, etc. Un peu à l'image de ce qu'est le roman graphique finalement, entre la BD Exactement. et le livre, Ouais. le documentaire. Autre question aussi qui est importante, je pense, par rapport au médium de la réalité virtuelle, c'est celui de la diffusion comme enjeu. Comment on fait concrètement, on va dire, pour soutenir des projets qui vont nécessiter en fait un appareil qui est quand même assez onéreux pour le moment, même si le marché est en train d'être de plus en plus concurrentiel. On a des casques maintenant qui sont même sans fil et qui permettent d'avoir un accès quand même beaucoup plus facile à la VR parce que les fils étaient quand même assez embêtants. Les premiers casques étaient très lourds, on avait tendance à beaucoup suer dedans. Les réglages aussi, donc ça se facilite. Finalement, comment on peut imaginer soutenir ces projets et les faire connaître au public en dehors de festivals, par exemple? Alors les festivals, déjà, c'est une première forme de découverte. Donc c'est pour ça que pour nous, au Festival d'Annecy, c'était important de l'inclure dans la vie du festival, à la fois avec une compétition qui est officielle, donc c'est-à-dire où on remet un prix à la fin qui est au même titre légitime et puissant quelque part que le prix qu'on va remettre pour un long métrage, que pour une série télé, pour un film de fin d'études, etc. Donc ça, c'est une forme de légitimité. Donc ça permet déjà de dire, ça c'est important, intéressez-vous à cette forme-là, il y a quelque chose qui est en train de se passer. Ça, c'est un premier point. Un deuxième point, c'est bien sûr les lieux de distribution tout au long de l'année. Donc il y a parfois des salles qui ressemblent pas à des salles d'arcade, où en fait on a un mélange de jeux d'arcade potentiellement, de Laser Quest, de plein de choses, etc. Et on peut avoir des propositions de réalité virtuelle, d'escape game, à côté d'une proposition d'escape game par exemple. Donc ça, c'est une autre forme de découverte avec des propositions qui sont narrativement développées dans ce sens. Et c'est une autre forme de découverte. Là, on est vraiment sur quelque chose de très divertissant. Et à l'inverse, on a un autre lieu qui est assez intéressant, enfin d'autres lieux qui sont des musées. Il y a de plus en plus de musées qui s'intéressent à ce genre. Et en fait qui proposent justement des expériences qui sont liées à des formes d'art. Tu parlais tout à l'heure de Arte, qui ont sorti une collection il y a quelques années justement de découverte et d'immersion dans la peinture. Ils ont travaillé sur Le Cri, qui est une œuvre VR qu'on a reçue à Annecy en 2019, qui est en compétition. Il y a la peinture de Monet, il y a du Gauguin, enfin voilà, il y a plein de tableaux en fait qu'on redécouvre et qui sont animés devant nos yeux et dans lesquels on rentre, etc. Et donc ça, c'est dans un musée, c'est complètement pertinent. Ça permet d'amener une autre forme de découverte. On s'immerge dans un tableau, on découvre son histoire, il y a quelque chose qui est narré à côté, et donc c'est assez intéressant. Voilà, ça c'est des lieux physiques et donc où on n'a pas besoin de matériel, on vient juste avec des enfants, des amis, et en fait on nous fait une proposition artistique à laquelle on répond ou pas. Et après, ouais, effectivement, il y a le troisième lieu de distribution, c'est effectivement à la maison. Donc là, il faut posséder du matériel. Ça a un coût, c'est vrai. Mais comme tu le disais, les prix baissent de plus en plus. Maintenant, la vraie question par rapport à ce format-là de distribution, c'est à la fois le coût de l'œuvre, à combien est-ce qu'on va la vendre. Quel est le juste équilibre entre la durée de l'expérience et la bonne rémunération de l'équipe artistique, etc. Et après, il y a aussi la question de est-ce que j'ai suffisamment d'œuvres régulièrement, de propositions qui me correspondent pour investir quelque part dans du matériel. Et ça, c'est un peu là le défi aujourd'hui, c'est qu'il faut arriver à sensibiliser les gens à ce qu'il y a, à la création qui existe aujourd'hui. Donc c'est là où ce circuit se reboucle, on va dire, entre les festivals font des exclusivités autour de certaines propositions et les mettre en avant et font de la curation. Les lieux un peu plus pérennes comme des salles d'arcade ou des musées permettent de continuer l'exploitation de manière plus longue dans un environnement qui est aussi pensé avec potentiellement de la scénographie, etc. Et puis après, il y a la maison qui permet de continuer l'expérience et de même l'approfondir potentiellement avec des chapitres 1, 2, 3. Et donc c'est ça ce cercle-là qui doit arriver à se former et arriver à bien fonctionner. Avec des obstacles qui sont des fois aussi dus, en anglais on dit device, c'est-à-dire à l'appareil aussi. C'est-à-dire vous avez des casques où il y a des manettes qui sont différentes, il y a des obstacles aussi techniques de développement. Alors, autre petite chose que j'ai remarqué dans la sélection que vous aviez au festival, on a donc tout type de genre, on a du documentaire, mais on a aussi tout type de style graphique, c'est-à-dire la VR. Est-ce que selon toi elle a un avenir autant dans le cartoon, c'est-à-dire le dessin animé finalement, qu'un visuel, on va dire, qui va plus ressembler à des photos photoréalistes, qui va se développer. Est-ce que tu penses que c'est une proposition finalement qui est un peu hybride et qui arrive? C'est pour moi la solution, en tout cas dans un futur proche, elle est hybride. Pourquoi ? Parce que faire une expérience photoréaliste, c'est
très bien, mais c'est extrêmement gourmand En ressources, ouais. ressources en fait, graphiques. Et donc il faut là de suite forcément, enfin pas forcément, mais souvent se brancher à un ordinateur pour être Bien très sûr. bon en termes de qualité. Sinon on va dégrader, on va dire, le visuel et c'est pas forcément très bon. Enfin en tout cas on n'atteint pas forcément les intentions de l'artiste. En allant plus vers du cartoon, ou en tout cas avec une forme stylisée par exemple comme Kidnapping, comme Woodstock. Kidnapping par exemple, ou Polo and Pan, pardon. Polo and Pan, c'est le groupe de Oui, c'est le musique groupe de très musique. sympa, mais Et ça y est, forcément, j'ai pas arrivé à retirer. Marco Polo. Marco and Polo. On va y Pardon, arriver. voilà, merci. On est voilà, sur quelque chose de plus stylisé et en fait, on est sur une forme qui est adaptée, enfin une technique en tout cas, qui est adaptée à la capacité du casque. Et donc, je pense que dans un premier temps, c'est intéressant d'aller vers ça, de travailler cette narration autour d'une proposition artistique qui est équilibrée par rapport aux intentions narratives. C'est vrai que dans Marco et Polo aussi, c'est sympa parce qu'on a tout le style un peu au pinceau. Donc on reconnaît vraiment, on a l'impression d'être un peu dans une peinture qui se déploie. Eh ben écoute, merci en tout cas pour cet échange. Et Merci, Arthur. donc on vous recommande d'aller voir la sélection qu'on a faite dans notre article, donc des quelques jeux, jeux ou œuvres VR on va dire, Œuvre VR. qui nous ont marqué. C'est varié, c'est vaste et on sent vraiment qu'il y a eu un choix de diversifier les approches et c'est vraiment très agréable. Eh ben, merci. Si je peux me permettre, j'en profite du coup pour remercier les sélectionneurs et les féliciter parce que je ne suis juste le coordinateur, donc c'est Yves Nougared et Gala Frécon qui s'occupent de la sélection du Festival d'Annecy. Eh ben merci en tout cas Merci Arthur, et à bientôt sur Mag. à bientôt.